Bonjour Fanny, Bonjour. merci de nous rejoindre. Fanny Renard est sociologue. Elle est maître de conférences en sociologie à l'université de Poitiers, et chercheur au GRESCO, le GRESCO étant le groupe de recherche et d'études sociologiques du Centre-Ouest. Voilà, avec Fanny Renard, nous accueillons une sociologue de la lecture, mais aussi une sociologue de l'éducation. Donc on va rester un peu sur les terrains dont on vient de parler, sur les problématiques qui ont été évoquées par Marie. Sachant que l'essentiel du travail de Fanny Renard porte sur le rapport à la lecture et aux apprentissages de la lecture, plutôt observé d'ailleurs auprès des lycéens et en milieu scolaire, mais en faisant l'effort de retracer en gros les parcours de lecture. Enfin, tu diras ça beaucoup mieux que moi, en essayant donc de décrire par le menu les carrières de lecteurs et de jeunes lecteurs, entre les apprentissages familiaux et les contraintes scolaires. Donc, question toute simple, comment, toi, dans tes recherches, dont tu vas essayer de nous présenter quand même un peu la substance et peut-être la méthode aussi, comment toi tu croises cette question des inégalités d'accès à la lecture chez les enfants? Alors, effectivement, pour vous présenter un peu le cadre de cette recherche, ça commence à dater un petit peu. C'est une recherche que j'ai faite au début des années 2000. Et je pense que quand même, ce que j'analyse dans les relations entre parents-enfants, entre enfants et enseignants, etc., ça reste d'actualité, même si les titres des œuvres lues à l'époque, etc., ont pu changer. Mais bref, et donc moi, effectivement, je suis sociologue de l'éducation. Et c'est par ce biais-là que je me suis intéressée à la lecture. Parce que en sociologie de l'éducation, il y a eu toute une période durant laquelle, finalement, on s'intéressait à montrer les inégalités scolaires en les référant à l'origine sociale des enfants, enfin, en montrant que l'origine sociale des enfants y était pour beaucoup. Et puis finalement, en étudiant assez peu comment se transmettaient les savoirs, quels étaient les savoirs qui étaient transmis et qu'est-ce qui pouvait faire difficulté dans cette transmission. Donc, par ce biais-là, en fait, je me suis dit que j'avais envie d'étudier la lecture, la façon dont elle était enseignée. Et donc, j'ai mené une enquête auprès de d'élèves qui étaient en classe de seconde et sur leur confrontation à l'enseignement littéraire. Quand j'ai fait ce travail, il y avait déjà une étude qui avait été faite, qui était parue, de Christian Baudelot, Marie Cartier et Christine Détré, qui avaient travaillé sur cette question des parcours de lecteurs. Et ils avaient vraiment mis en évidence le décalage entre ce qui était appris et construit durant la période collégienne par les adolescents en matière de lecture, et puis les exigences qui étaient demandées aux élèves en classe de seconde. Et donc, en fait, fort de ces conclusions statistiques, en fait, je suis allée faire des observations dans les classes, rencontrer dans 7 classes de la région lyonnaise, dans des établissements qui recevaient un public varié socialement. J'ai rencontré les enseignants, j'ai fait des entretiens avec eux, étudié leurs documents pédagogiques, etc. Et puis interroger leurs élèves. Soit chez eux, quand ils acceptaient de me recevoir chez eux, soit dans l'établissement scolaire, etc. Et donc on commençait les entretiens par parler des lectures qu'ils faisaient au lycée, ce qu'ils comprenaient des textes. Je leur demandais de me raconter assez précisément ce qu'ils avaient lu. Parce que ce que je voulais collecter, c'était voir ce qui ressortait des lectures qu'ils faisaient et comment ils les comprenaient et puis ce qu'ils pouvaient en dire. Parce qu'en fait, un des grands éléments d'évaluation dans la lecture au lycée, ça passe par la façon dont on arrive à expliciter ce qu'on a lu et aussi ce qu'on en dit, bien sûr, mais aussi comment on arrive à le formuler. Donc je leur faisais parler des lectures qu'ils faisaient au lycée et puis celles qu'ils avaient fait par le passé. Et petit à petit, du coup, c'est à partir d'entretiens rétrospectifs que j'ai essayé de reconstruire les parcours de lecteurs. Donc forcément, c'est pas exhaustif, c'est-à-dire que les souvenirs qu'ils ont des lectures qu'ils ont fait quand ils avaient 6 ans, 7 ans, etc., ils sont parfois maigres, parfois plus complet, mais malgré tout, en fait, il m'a semblé qu'on pouvait étudier
ces parcours-là de cette façon. Et donc, j'ai abordé la question de l'inégal accès à la lecture de différentes façons, selon les périodes du parcours de lecteur que j'examinais. Alors, pour le lycée, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les inégalités dans les façons de lire. Donc, ça rejoint un peu les questionnements de Stéphane Bonnery pour une autre classe d'âge, enfin là qu'il met en œuvre. Mais donc, c'était comment ils se saisissent des textes, comment ils les comprennent, et puis qu'est-ce que les enseignants attendent d'eux. Donc en fait, j'ai analysé un peu ce qui était attendu de la part des enseignants et pour le dire rapidement, en fait, c'est une façon de lire qu'on peut appeler analytique, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre les textes, bien sûr, puis aussi de les analyser et de proposer une explication de ces textes à partir de savoirs, une explication qui soit nourrie de savoir, que ce soit des savoirs linguistiques, historiques, littéraires, etc. Et alors, quand on observe un cours de français en classe de seconde, on se rend bien compte qu'en fait, ce n'est pas du tout que ça, les façons de lire qui existent au sein des classes. Et même les enseignants sont très friands de toute autre remarque des élèves, parce que ça donne une certaine dynamique de cours. Pour vous donner un exemple, il y avait une enseignante qui faisait étudier un extrait donc il y a des études d'œuvres intégrales et puis aussi ça passe par des études d'extraits. Et puis elle faisait étudier un extrait de Senso, qui est un récit de Camilo Boito, puis où il y a l'un des personnages qui observe son amant par le trou de la serrure et qui est en train de la tromper. Et elle, ce qu'elle voulait faire étudier à ses élèves, en faisant lire cet extrait, c'était le point de vue du narrateur dans une scène. Et donc, elle avait intitulé le titre de son commentaire composé une scène de voyeurisme. Et puis là, il y a eu plein d'échanges dans la classe. Une élève qui disait mais enfin, c'est pas du voyeurisme, elle a complètement le droit de regarder parce que quand même son amant il fait quelque chose de pas bien, etc. Enfin bref, et c'était une séance animée. Et puis en sortant du cours, la prof était très contente parce qu'il y avait eu des échanges autour des textes, parce que les élèves avaient été passionnés, etc. Et puis, avant de sortir de la salle, néanmoins, ce sur quoi elle a conclu, c'était pas sur la bonne moralité du personnage, soit masculin, soit féminin, mais c'était après avoir repéré des verbes, après avoir repéré des expressions, etc. Elle terminait son commentaire en disant c'est un passage en focalisation interne, on voit tout par les yeux d'Olivia, et donc, les élèves avaient à prendre en note ce commentaire sur l'extrait. Et donc, je raconte ça parce que ce qui fait la richesse des enseignements de français, c'est que, en fait, les différentes façons de lire se mêlent, mais au moment de l'évaluation, au moment des élèves, de ce qu'il est attendu d'eux dans l'enseignement littéraire, évidemment, c'est pas leurs jugements moraux sur les personnages. C'est qu'ils aient bien réussi à identifier si c'était de la focalisation interne ou pas. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent en difficulté parce que ils ont appris tout au cours de leur parcours antérieur, justement, à s'intéresser aux personnages, voire à s'identifier, à les juger, à se construire en pensant aux personnages. Et puis quand ils arrivent au lycée, en tout cas au moment des évaluations, ce n'est pas ça qu'ils doivent mettre en avant. Ce sont les métaphores, les figures de style diverses, etc. Et donc parfois c'est compliqué. Donc, je vais juste pour vous donner pour évoquer les difficultés qui peuvent survenir, je vais évoquer le cas d'une enquêtée que j'ai surnommée Adeline, parce qu'en sociologie, du coup, on anonymise les enquêtés. Donc cette jeune fille, elle vivait dans un quartier populaire, dans une ville de la banlieue lyonnaise. Elle disait qu'elle avait eu des difficultés dans son apprentissage de la lecture. En tout cas, elle en gardait des souvenirs assez traumatisés d'avoir dû lire à voix haute en classe. Elle me disait que pendant l'entretien, elle se souvenait qu'elle était toute rouge quand elle devait lire, que son enseignante
je sais pas. Alors ça, c'est difficile quand on fait un entretien de savoir ce que l'enseignante a vraiment fait. Mais en tout cas, elle en gardait un souvenir pénible. Et puis en fait, elle me raconte que malgré tout, à un moment, il y a eu un déclic. Et puis elle a lu. Et en fait, elle lisait des choses, mais qui n'étaient pas forcément celles qui étaient recommandées par ses enseignants. Elle lisait une biographie de Gilbert Montagnier parce qu'elle aimait bien. Elle avait lu, j'avais 12 ans. Elle avait lu moi Christiane F, etc. Et ce qu'elle me raconte, c'est que par exemple, au collège, c'était même devenu la lectrice de son groupe de copines et qu'elle lisait des passages de j'avais 12 ans à ses copines et qu'elle essayait de mettre le ton et que du coup la tension autour du récit venait de sa façon de lire. Donc en fait, elle avait un peu une revanche scolaire dans ses sociabilités amicales puisqu'elle se mettait à lire à voix haute et là en étant appréciée pour ses qualités de lectrice. Puis elle me raconte que parallèlement au collège, ses enseignants, en tout cas, elle n'a pas tellement étudié les figures de style dès le collège. Les types de livres qu'on lui donnait à lire, c'était plutôt, et en tout cas qu'elle avait choisi de lire, c'était par exemple un roman d'Agatha Christie, puis elle devait en faire un exposé en classe, donner à ses copains l'envie de le lire, etc. Et puis, quand je lui raconte alors comment ça se passe là au lycée, elle est complètement gênée, puis elle me dit, par exemple, la prof, elle explique, je sais pas, on n'explique pas les textes. On va pas dire, par exemple, résumer le texte ou des trucs comme ça. On va pas les expliquer comme on les expliquait avant. Elle va nous sortir le champ lexical, à quoi il se rapporte ou des trucs comme ça. Je sais pas comment elle explique. Et puis elle continue un peu dans sa description des cours. Puis elle dit, métaphore, je sais ce que c'est à peu près. Autrement, tous les mots là, il y a des fois. Je me demande ce que c'est. La prof nous sort des mots, des fois, on se demande ce que c'est. Nous, on n'a jamais appris ça quand on était au collège. Et donc, pour continuer sur cette avancée de ce parcours, j'étudiais aussi les copies des élèves. Et il y avait un des commentaires qu'elle devait faire sur Souvenir de la nuit du 4. Donc, je vous lis rapidement un extrait que je coupe. Vous ne compreniez point, mère, la politique. Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, est pauvre, et même prince, il aime les palais. Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'Église et la société. C'est pour cela que il faut que les vieilles grand-mères de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps cousent dans le linceul des enfants de 7 ans. Et donc, Adeline, comme les autres camarades de sa classe, devait répondre à une des questions qui était « C'est pour cela que, vers 58, dans ce contexte, cette expression a-t-elle un sens logique ? Justifiez votre réponse. » Et donc, Adeline rédige « D'après Victor Hugo, l'expression « c'est pour cela que » dans le vers 58 tient un sens logique dans le contexte de l'histoire. En fait, elle sert à se moquer de Napoléon et de son règne. Et s'il continuait sa tuerie contre de pauvres enfants, les grand-mères devront coudre des linceuls pour leurs gamins. Cette expression dégage la méchanceté de Napoléon. Et en fait, à cette réponse, Adeline obtient 0,5 sur 2. Son enseignante souligne se moquer, puis écrit dans la marge « analyser plutôt l'ironie ». Et donc... on voit bien le décalage en fait entre sa compréhension du texte et puis sa façon d'en rendre compte qui n'utilise pas le vocabulaire attendu, qui n'utilise pas les formes. Et en disant ça, je critique pas du tout l'enseignement. Enfin, il me semble que c'est un apport de pouvoir utiliser des savoirs particuliers. Mais en même temps, du coup, ça pointe l'inégalité là, en tout cas, que subit Adeline, qui vit du coup très mal son enseignement. Pour juste vous donner une idée de ce qui est attendu, je vous lis la réponse d'une autre de mes enquêtées à cette même question, qui rédige « C'est pour cela que » est une expression qui traduit la conséquence. Dans ce contexte, elle surprend par son sens illogique. En effet, Napoléon est décrit dans ce qui précède comme le sauveur de la famille, l'Église et la société, alors que par sa faute, des enfants innocents meurent. Ainsi, Hugo utilise de façon ironique l'articulation « c'est pour cela que », car il méprise Napoléon. Dans le contexte de ce passage, cette expression donne un effet de décalage en rendant la situation absurde.
Donc voilà. Il se trouve que cette autre enquêtée, elle a eu une enseignante de français au collège. En tout cas, elle raconte ça pendant l'entretien, qui lui a fait étudier des œuvres littéraires. Dites de la littérature classique quand on prend les instructions officielles, qu'elle a fait étudier à ses élèves des œuvres littéraires de façon intégrale, et puis aussi des extraits de texte. Elle leur a donné des guides assez précis, et finalement a contribué à préparer. Quand elle décrit ses cours de français, elle disait oh là là, c'était dur, c'était pénible, on n'y arrivait pas, mais en même temps je suis sûre que ça m'a préparé. Et effectivement il apparaît sans doute qu'elle a été mieux préparée à l'enseignement littéraire que Adeline par cet enseignement de français. Donc ce qui est très intéressant, je trouve, avec j'allais dire le témoignage, l'apport de Fanny, c'est que toi tu les saisis en fait. Tu les observes, tu les fais parler, tu les écoutes alors qu'ils sont lycéens, mais alors qu'ils ont déjà, bien évidemment, une expérience en tant que lecteur, alors plus ou moins grande en fonction évidemment des individus, et qui est déjà ancienne, qui est déjà passée. Hein. On retrouve effectivement ce couple bien connu en sociologie de la culture entre une réception éthique ou une réception esthétique. Hein. J'adhère au texte, je me mets à la place des personnages, je réagis de façon très morale, voire moralisatrice, ou au contraire, je veux prendre la distance, j'ai les moyens effectivement de m'intéresser à la forme plus qu'au fond, et ainsi de suite. Alors, si c'est possible pour toi, j'aimerais éventuellement justement qu'on revienne un peu sur ces parcours, et notamment sur l'importance du milieu familial dont on a parlé, dont on a reparlé ici quand Marie rappelait ce qui avait pu se dire sur la question des familles, plutôt autour des notions d'illettrisme au cours des rencontres interrationnelles. Comment aussi là, dans le milieu familial, les habitudes de lecture se développent ou pas. Ce qui se passe aussi, et là ça peut peut-être sans doute intéresser les bénévoles de lecture de Lire et Faire Lire, entre des pratiques de lecture collective et des pratiques de lecture individuelle, parce qu'on va voir que bien évidemment elles ne sont pas de même nature, elles n'ont pas les mêmes effets, les mêmes conséquences, et notamment sur la figure du lecteur expert. En fait, je me suis intéressée vraiment... J'ai essayé quand je menais mes entretiens, à chaque fois que je leur disais est-ce que tu peux me parler de telle chose que tu as lue, à chaque fois j'essayais de reconstruire comment tu l'as eu entre les mains, et où tu le lisais, avec qui tu lisais, est-ce que tu en as parlé à d'autres, etc. Et donc en fait par ce biais-là, après j'ai essayé de reconstruire quels étaient ce que j'ai appelé les intermédiaires de lecture. Tu parlais de médiateurs tout à l'heure, et donc pour la période collégienne, du coup j'ai repéré ceux qui étaient qui étaient les plus récurrents, etc. Et donc, il y avait les cours de français, bien sûr, comme pourvoyeurs de lecture. Il y avait ce que j'ai appelé les adultes proches, mais c'était donc en fait surtout les parents. Mais je disais les adultes proches parce que dans certains milieux sociaux, il y avait aussi l'évocation de voisins avec lesquels on parle de textes quand les parents lisent pas forcément, etc. Et puis un troisième intermédiaire qui était les lieux et activités relais. Alors, ça recouvre tout un tas d'activités, mais massivement les bibliothèques. Et puis les copains, les pères. Et donc, les parents, c'est un des intermédiaires cruciaux dans l'accès aux livres et dans les lectures qui sont partagées. En fait, quand j'ai opéré cette comparaison entre les différents intermédiaires, quel type de texte ils donnaient à lire, et puis ça varie en fait. Les cours de français, ce que lisent les jeunes par le biais des cours de français durant la période collégienne, c'est à la fois ce que les programmes appellent la littérature classique, la littérature jeunesse. Mais alors moi j'ai repris cette expression vraiment en me focalisant sur les documents d'accompagnement au collège. Et puis quand les élèves me donnaient un titre, je regardais si ça figurait dans ce qui était appelé littérature jeunesse. Et puis des récits qui ne figurent pas sur les listes scolaires, mais ça, l'école en donne très peu. Et puis à l'inverse, les adultes proches, par ce biais-là, par le biais des parents, en fait, ce qui apparaissait, c'est que les jeunes lisaient
vraiment beaucoup de choses différentes, beaucoup d'imprimés différents. Alors, comme je faisais une enquête qualitative, j'ai pas trop demandé combien. J'arrive un peu à voir qu'il y en a qui citent plus de titres, plus de choses, etc. Mais c'était difficile de vouloir évaluer la quantité par le biais de mon enquête. Mais en tout cas, ce qui apparaissait, c'était la diversité des supports, la diversité des imprimés. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que justement par rapport à cette idée que parce que dans les instructions officielles, c'est très présent, cette idée que pour faire lire les jeunes, il faut leur donner à lire des livres qui leur plaisent, et donc en particulier des livres jeunesse, etc. Et effectivement, quand les adolescents que je rencontrais me parlaient des souvenirs de lecteurs, il y avait des récits jeunesse très peu. Et puis, à l'inverse, les adultes proches, par ce biais-là, par le biais des parents, en fait, ce qui apparaissait, c'est que les jeunes lisaient vraiment beaucoup de choses différentes, beaucoup d'imprimés différents. Alors, comme je faisais une enquête qualitative, j'ai pas trop demandé combien. J'arrive un peu à voir qu'il y en a qui citent plus de titres, plus de choses, etc. Mais c'était difficile de vouloir évaluer la quantité par le biais de mon enquête. Mais en tout cas, ce qui apparaissait, c'était la diversité des supports, la diversité des imprimés. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que justement par rapport à cette idée que parce que dans les instructions officielles, c'est très présent, cette idée que pour faire lire les jeunes, il faut leur donner à lire des livres qui leur plaisent, et donc en particulier des livres jeunesse, etc. Et effectivement, quand les adolescents que je rencontrais me parlaient des souvenirs de lecteurs, il y avait des récits jeunesse qui figuraient dans les entretiens. Mais ce n'était pas du tout les seuls récits qu'ils évoquaient et qu'ils avaient aimés. Il y avait aussi des livres qui ne figuraient pas sur les listes scolaires, qu'ils avaient lus par le biais de leurs parents. Alors, Coelho, Pérez-Reverte, bref, tout un tas d'auteurs qui sont pas forcément donnés comme, en tout cas qui apparaissent pas dans les listes du collège comme des auteurs de littérature jeunesse, mais aussi les journaux qui étaient en fait des instruments, des supports de lecture qui donnaient vraiment lieu à des lectures partagées, notamment, pour le coup, vous parliez tout à l'heure des différences de lecture entre filles et garçons, puis donc il y a un certain nombre de travaux qui montrent que comme les femmes lisent plus, les mères lisent plus, les filles se mettent à lire plus aussi, mais alors pour le coup les journaux c'est un des supports que les adolescents que j'ai rencontrés lisaient pas mal, et qui était aussi l'imprimé que lisait le plus souvent leur père, et donc il y avait des lectures partagées, des connivences. Alors moi, les gens que j'ai rencontrés, ils lisaient, il y en a certains qui lisaient plutôt des journaux locaux, qui s'intéressaient à l'actualité de leur ville, etc. Et puis d'autres plus des quotidiens nationaux. Et ça, c'est assez diversifié socialement, comme ça a déjà été bien montré. Mais donc voilà, il y a les journaux, il y a les magazines, il y a tout un tas de lectures en fait qu'on ne s'imagine pas forcément les magazines qui sont faits pour les adolescents. Donc des supports de lecture qu'on ne s'imagine pas forcément pouvoir intéresser les adolescents. Et en fait, quand on demande « et qu'est-ce que tu lis toi ?» ce qui apparaît, c'est dans un premier mouvement, par le biais des parents, les lectures que les parents font. Et c'est la construction des goûts en matière de lecture, elle se fait pas mal par ce biais-là. Alors je posais aussi des questions sur est-ce que tes parents, d'accord, tu lis les mêmes choses qu'eux, etc. Je posais pas la question comme ça, mais je posais aussi des questions. Est-ce qu'ils te disent de lire? Est-ce qu'ils te donnent des choses à lire particulières? Et là, en fait, apparaissait un deuxième type d'incitation à la lecture de la part des parents, qui n'était pas juste je lis et puis du coup tu me vois puis tu prends ce que je lis, mais je te donne à lire des choses qui sont faites pour toi. Et là on retrouvait beaucoup plus justement littérature jeunesse, magazines pour adolescents, etc., qui étaient pas forcément dépréciés d'ailleurs, mais en tout cas qui étaient clairement perçus par les adolescents comme des lectures que je dois faire parce que c'est de mon âge, parce qu'on me le donne à lire, quoi.
Et voilà. Et donc l'autre chose qui m'a paru très importante en étudiant cet intermédiaire de lecture-là, les parents, c'est que, en tout cas pour la période collégienne, c'est vraiment l'intermédiaire le plus discriminant socialement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans une famille où les parents lisent différents supports, etc., ça paraît évident, c'est banal, mais en tout cas, quand on compare du coup avec... Donc effectivement, on lit plus de façon plus diversifiée et on apprend à lire des supports différents. Et du coup, ça paraît banal, mais ça apparaissait de façon criante par rapport à l'institution scolaire. C'est-à-dire que l'institution scolaire, elle ne donnait... mes enquêtés me disaient n'avoir lu que de la littérature par le biais des cours de français, mais ils avaient tous lu de la littérature, que ce soit les enfants de classe supérieure ou les enfants issus des classes populaires. Alors, souvent, l'institution scolaire est critiquée parce que, justement, en matière de lecture, parce que ça restreint le corpus, parce que c'est que certains textes et pas forcément des textes qui plaisent aux adolescents. Et là, ce qui apparaissait, c'est que l'institution scolaire, elle allait dans un certain sens contre ces inégalités qui étaient liées à la famille. Les bibliothèques, elles jouaient ce rôle-là pour la période collégienne, pour les magazines et pour les bandes dessinées, où il y avait autant d'enfants issus des classes supérieures et de classes populaires qui lisaient des bandes dessinées ou des magazines par le biais des bibliothèques. Mais par contre, les récits les jeunes qui allaient en bibliothèque, qu'ils empruntaient, sur ce point-là, sur les récits, il y avait de grandes inégalités selon l'origine sociale des enfants. C'est-à-dire que en fait, ceux qui venaient à la bibliothèque de milieux sociaux favorisés allaient dans les rayons de littérature, même si ce n'était pas la littérature classique. Et puis les enfants issus de milieux populaires qui fréquentaient les bibliothèques, quand ils y allaient, les rayons vers lesquels ils y allaient, c'était plutôt les rayons des périodiques et des bandes dessinées. Et petite question, alors je ne suis pas certain que tu puisses me répondre. On parlait de petit bleu, petit jaune. Est-ce qu'ils parvenaient dans leur témoignage à remonter très loin et à parler vraiment de leur prime jeunesse et de leur première lecture et vraiment justement des albums jeunesse et peut-être, pourquoi pas, des classiques ou des... Alors, il y a différentes choses en fait. Pour la période enfantine, pour ce qui est de l'école, ils se souviennent, au moment où je les interroge, ils se souviennent très peu de ce qu'ils ont étudié comme texte à l'école primaire. Les seuls qui s'en souviennent, donc ce dont ils se souviennent, c'est grammaire, conjugaison, etc. À la limite, une fable de La Fontaine, mais c'est le seul auteur qui revient, quoi. Et puis, donc, les seuls souvenirs qui reviennent des cours de français en matière de lecture, c'est quand il y a eu des animations spécifiques avec un auteur, un travail sur un ouvrage, quand il y a eu des jeux qui ont été mis en place inter-école, où il s'agit de poser des questions sur des textes, etc. Là, les élèves ont des souvenirs de lecture réalisés par le biais de l'école. Mais sinon, leurs souvenirs de lecture, effectivement, c'est plutôt des souvenirs extrascolaires pour la période enfantine. Et donc on revient sur la question que tu me posais de lecture individuelle, lecture collective, parce que là aussi j'étais attentive à ça, parce que finalement ce qui est attendu au sein de l'institution scolaire au bout d'un moment, c'est que les enfants sachent lire seuls les textes, quoi. Former un lecteur expert, mais individuel, quoi. Voilà, qui puisse s'emparer des œuvres tout seul, et en tout cas comprendre un texte quand il l'a sous les yeux, sans faire appel aux questions de l'entourage, etc. Et donc là, en fait, ce qui apparaissait, c'est que les gens que j'ai interrogés, donc ils sont tous en seconde quand je les interroge, donc ça veut dire que c'est pas n'importe quel enfant que j'ai rencontré, parce qu'à cette époque, au début des années 2000, en gros, il y avait 53% d'un panel qui arrivait en seconde d'enseignement général. Donc même les enfants de milieux populaires que j'interroge, c'est pas tous les enfants de milieux populaires. Mais bon, du coup j'ai essayé de différencier la façon dont ils avaient été familiarisés avec la lecture, et il apparaissait
2 gros groupes, quoi. Un groupe que j'ai appelé les initiés, où il y avait eu des lectures pendant l'enfance faites par les parents. Alors, j'ai pas pu avoir des récits aussi précis que ceux que collecte Stéphane Bonnery, mais voilà, ils évoquaient ces lectures-là. Ils évoquaient le fait, pour certains, d'avoir fréquenté les bibliothèques, d'avoir, pour certains, appris à lire, à déchiffrer avant l'entrée au CP. Et puis d'autres qui me disent qu'ils se souviennent bien qu'on leur racontait des histoires quand ils étaient petits, mais c'était pas forcément à partir de supports écrits. Et puis, qu'en fait, quand je leur demande à partir de quel moment tu as eu des livres, etc., ils évoquent le CP. Et du coup, moi, je reconstruis ça comme le fait que les parents se calquent sur l'ordre scolaire, c'est-à-dire c'est au CP qu'on apprend à lire vraiment, et surtout pour des parents qui se sentent pas forcément légitimes en matière de lecture, ils s'en remettent à ceux qui savent à quel moment il faut savoir lire, quoi. Et donc ce qui apparaissait frappant entre ces 2 groupes, donc le deuxième groupe j'ai surnommé les tarvenus, donc qui arrivent plus tard à la lecture, au déchiffrage, etc. C'est-à-dire qu'ils y arrivent au moment où l'école l'oblige, quoi, au CP, enfin en tout cas gère cet apprentissage. Et entre ces 2 groupes, il y a des différences qui apparaissent, et les initiés, ils font l'objet d'incitations à la lecture, effectivement à la lecture qui permet de construire des habitudes de lecture individuelles, où justement on leur offre des imprimés pour eux. Enfin, tu parlais des abonnements, ils évoquent tous ces abonnements, beaucoup des abonnements à des magazines. Ils évoquent parfois des livres qu'on leur a offerts pour eux parce que ça faisait écho à des activités qu'ils avaient. Donc, par exemple, il y a un de mes enquêtés qui faisait des échecs et qui se souvient que sa tante lui avait offert le récit de Stefan Zweig, le joueur d'échecs, quand il avait 10 ans. Et donc, parce qu'il aimait... alors... Il n'a pas réussi à le lire tout de suite, mais en fait, il raconte que ça lui a... Enfin, ça a nourri cette idée qu'il y avait une rencontre entre un lecteur, lui, individuel, et un texte qui était fait pour lui, parce qu'il aimait ça. Et puis, il y a tout un tas d'autres sollicitations où les enfants me racontent qu'ils discutent avec leurs parents. Alors, soit parce que leurs parents... leur demande de leur dire ce qu'il y avait dans les textes qu'ils ont lus, soit parce que leurs parents vérifient qu'ils ne font pas semblant de lire, qu'ils ne sautent pas des pages, etc. Soit en me disant non, c'est pas mes parents qui me demandaient, mais c'est moi, même ma mère, je la saoulais parce que je voulais tout le temps lui raconter ce que j'avais lu, etc. Donc, que ce soit vécu comme une vérification de la part des parents ou que ce soit vécu comme... le plaisir de l'enfant de raconter ce qu'il a lu, en tout cas, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une relation où l'enfant dit à l'adulte ce qu'il a lu, ce qu'il a compris. Et il me semble que ça participe de cette individualisation des pratiques de lecture. Et puis, pour ceux que j'ai appelés les tarvenus, en fait, ce qui apparaît, c'est qu'il y a 2 sous-groupes à l'intérieur. Il y en a certains... qui reçoivent, à partir du moment où ils apprennent à lire, à déchiffrer, etc., qui reçoivent des incitations à la lecture de la part de leurs parents, mais des incitations sur le mode il faut que tu lises pour te faire plaisir, quoi. Il faut que ça te... Et puis ils disaient que ça leur faisait pas plaisir, donc ils préféraient faire autre chose. Mais en fait, donc ce groupe-là, pendant la période du primaire, ils ont moins lu, en tout cas pas ce que j'ai appelé des récits longs du type Roald Dahl, etc., que lisaient les initiés, mais en tout cas, ils ont intériorisé l'idée que quand ils seraient lecteurs vraiment, ils liraient pour le plaisir des choses seuls. Et en tout cas, ils associaient la lecture à une activité individuelle pour un plaisir personnel. Et puis, alors, donc, il y a un autre sous-groupe d'enfants qui étaient aussi incités par leurs parents à lire, mais qui me racontent qu'ils allaient à la bibliothèque. Et qu'ils allaient à la bibliothèque pas comme les initiés tout seuls ou avec leur mère ou rencontrer une bibliothécaire, mais qu'ils y allaient avec des copains, en groupe, etc. Et qui participaient à des animations autour de
de la lecture, ou des contes, et donc ils gardent un bon souvenir de ces pratiques-là, de ces moments-là. Ils me racontent comment ils jouaient ils se regroupaient autour des imprimés, justement des j'aime lire, etc. Qu'il y en avait un qui lisait pour les autres, faisait des blagues, etc. Et donc, pour eux, ce qui apparaît, c'est plutôt la construction d'une habitude de lecture que j'ai du coup appelée collective, c'est-à-dire pour eux, la lecture n'a pas de sens en dehors en tout cas dans ce moment-là de l'enfance, de cette sociabilité avec les copains. Mais il se trouve que tous ne lisent pas à cette occasion. Du coup, quand il y en a un qui lit pour les autres, il y en a qui écoutent, quoi. Et du coup, il apparaît que il m'a semblé qu'il y avait un certain nombre d'enfants qui étaient très familiarisés avec l'univers de la littérature jeunesse, parce qu'ils en avaient entendu lire par des bibliothécaires. Donc, à l'époque, quand mes enquêtés étaient en primaire, lire et faire lire n'existait pas encore, donc j'ai pas eu de... Démarrer à peine. Mais non, ils étaient tout petits, eux. Du coup... Donc voilà, j'ai pas de récit sur des rencontres avec des bénévoles, mais par contre des rencontres avec des bibliothécaires, avec des animateurs autour des livres, j'en ai. Et voilà, c'est cette idée qu'ils ont connu par ce biais des récits qu'ils ont aimés, qu'ils ont appréciés, qui ont été des plaisirs d'auditeurs, mais qui ne se sont pas forcément exercés pendant cette période à la lecture individuelle de récits. Et ils évoquent les difficultés qu'ils avaient même dans cette pratique-là. Ce que je trouve assez étonnant aussi, c'est cette forme d'injonction paradoxale qui consiste à dire « prends du plaisir à lire », sachant que par définition, s'il y a quelque chose qui doit logiquement échapper à l'injonction et à l'obligation, c'est le plaisir. Alors, du coup, donc effectivement, et donc je vous ai dit, il y en a un certain nombre qui me disent ça, que les parents leur disaient mais tu lis, puis il faut que ça te plaise, quoi, etc. Mais alors c'est peut-être mon regard en tout cas, j'ai eu le sentiment. Quand je demandais par quels gens tu as lu les textes, comment ça s'est passé, je demandais s'ils avaient apprécié les textes et puis s'ils avaient pris du plaisir. Et je m'attendais à ce que la lecture scolaire, la lecture au sein des cours soit dépréciée, Alors, c'est pas forcément qu'il la dépréciait, c'est pas forcément qu'il l'adorait, mais en tout cas, moi, ce que j'essayais d'analyser, c'est qu'est-ce qui faisait que, quand ils avaient quelque chose à lire en cours de français, ils le lisaient. C'est-à-dire, quelles étaient les, entre guillemets, contraintes, parce que c'était pas forcément vécu comme des contraintes matérielles, temporelles, relationnelles, qui faisaient qu'ils lisaient, même si sur le moment ça leur plaisait pas. Et du coup, des échéanciers de lecture, des questions assez précises, des échanges à la suite de ça. En fait, tous ces éléments-là, ils permettent la construction des habitudes de lecture. Et il y en a un certain nombre même qui me disent, là pas en parlant de l'école, mais en parlant par exemple de leur mère, en disant oui, moi je me souviens, quand j'étais petite, ma mère elle me disait de lire. Et elle me disait de lire, maintenant tu lis tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Et j'aimais pas du tout. Et j'en garde un très mauvais souvenir. Mais en même temps, je pense que si elle l'avait pas fait, j'aimerais pas lire maintenant. Et donc, alors du coup, c'est la façon dont eux ils reconstruisent, mais qu'ils arrivent à se souvenir qu'ils n'avaient pas aimé tel moment de lecture et que maintenant ils parlent du roman Les 4 filles du docteur March, par exemple, pour l'enquêter, en disant ah ouais, mais ça je me souviens que ce livre, c'est comme ça que je suis venue à la lecture. J'ai trouvé ça intéressant et questionnant sur cette idée, justement, sur cette injonction au plaisir de lire. Parfois, c'est sur le moment, mais pas toujours. Oui. Merci beaucoup, Fanny. Et moi, j'ai tendance à dire en conclusion qu'en creux,
Alors tu me diras si tu fais le même constat, si tu partages le même avis. En creux, je trouve que du coup l'implication des bénévoles de lecture auprès des enfants, quand ils sont captés, notamment quand ils sont très jeunes, qu'ils soient familiers ou pas du tout du livre et de la lecture littéraire en particulier, est très importante, parce que ça va justement, enfin il me semble, augmenter ce contexte de familiarisation au livre, à la lecture, et peut-être laisser des traces, laisser des balises, même si, encore une fois, il s'agit là d'une pratique plutôt collective, quoi. Ben, effectivement, dans les souvenirs que j'avais d'enfance, par exemple, ces personnes qui ont... les enfants qui ont... quand ils évoquent leurs parents, ou quand ils évoquent des voisins, ou quand ils évoquent des bibliothécaires ou des animateurs, ça apparaît toujours comme étant des personnes fortes dans leur parcours de lecture, quoi. Ou en tout cas dans leur parcours de connaissance de la littérature. Parce que parmi les initiés, comme je les évoquais, il y avait certains enfants issus des milieux populaires, dont les parents lisaient pas forcément le français, voire, parce que, du coup moi c'était dans la région lyonnaise, il y avait c'était une plus forte immigration maghrébine, on ne lisait pas forcément l'arabe, mais en tout cas les incitaient leurs enfants à lire. Et je me souviens, et il y avait un des enquêtés par exemple à qui le père disait... Je ne sais plus comment je formule ma phrase. Bref, qui s'entendait dire par son père qu'il fallait qu'il aille à la bibliothèque. Donc c'était dans une ville communiste où il y avait une bibliothèque très implantée, très développée, où il y avait un réseau autour de l'accompagnement de la scolarité des enfants, etc. Et il évoque ses relations privilégiées avec les bibliothécaires. Et lui, il y allait pour le coup pas avec ses copains. Il y allait tout seul, parce que justement, il y avait cette injonction aussi parentale à aller fréquenter les personnes qui peuvent apporter les soutiens, et donc les adultes. Et donc, lui, il raconte toutes les ressources qu'il a puisées dans sa relation avec les bibliothécaires de son quartier.